Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Jérôme Baloge, maire de Niort, membre du mouvement radical, président de Niort Agglo. Bonjour Jérôme Baloge. Au Bonjour. cours de cette émission, nous allons évoquer des thèmes bien sûr locaux comme la situation au Chamois niortais, à la Massif ou encore à l'hôpital de Niort. Nous parlerons bien sûr de l'affaire Houellebecq, des bus gratuits, des grands chantiers, de la fiscalité locale. Enfin, nous reviendrons sur les prochaines municipales et sur l'actualité politique française. On commence donc avec un sujet qui a fait beaucoup parler à Niort et de Niort, à savoir la polémique Houellebecq, l'écrivain qui, dans son dernier livre Sérotonine, a écrit, je cite, Niort, l'une des villes les plus laides qu'il m'ait été donné de voir. Une pique qui s'avère être finalement, Jérôme Baloge, le plus gros coup de pub que la ville ait reçu depuis pas mal de temps, non? Oui, c'est Au vrai. final. Oui, oui, tout à fait. Merci Michel Houellebecq. Je l'ai déjà dit, je le redis, parce qu'il y a eu une couverture médiatique très importante, et puis la mise en valeur de la ville, parce que Niort n'était pas habitué à être vu sous cet angle-là, et beaucoup de médias sont venus bien confirmer que l'inexactitude de ce qui est en réalité un roman, et donc c'est comme ça aussi qu'on l'a pris avec beaucoup d'humour. Ce qui m'a beaucoup plu surtout, c'est la fierté des Niortais, la réaction de fierté positive d'ailleurs. Ben non, Niort, c'est notre ville, on y est attaché, c'est une belle ville. Et voilà, l'envie de défendre leur ville a été très positive, très unanime. C'est quelque chose de très sain. Donc merci Michel. Vous l'avez eu au téléphone, Michel Houellebecq? Non, je l'ai pas eu au téléphone, Michel était. Vous avez tenté de le joindre? Je lui ai écrit, je lui ai même envoyé un petit panier d'Angélique, qui a une vertu de rendre heureux, ce qui est moins le cas de la sérotonine, manifestement. Mais donc on attend toujours sa réponse. Peut-être que nous n'en aurons pas, mais en tout cas, le geste est là. Allez, pour finir très franchement, malgré tout, est-ce que cette petite phrase, à un moment donné, a été une blessure pour le maire de New York que vous êtes? Parce que certains ont été quand même blessés au début. Donc est-ce que vous, par ricochet, vous l'avez été aussi? Au début, on n'a pas le livre sous les yeux parce qu'il n'est pas paru. Certains rapportent des propos et on ne sait pas trop comment les expliquer. Moi, je n'ai pas voulu rentrer dans une polémique de départ parce qu'il ne s'agit pas de nourrir, en effet, une polémique pour une polémique. Et puis c'est un roman. Et c'est un roman, et il faut le dire, voilà. Le Monde a récemment fait toute une page suite à cela, en reprenant une très belle phrase de Simenon, et qui était tout à la valeur de Niort. Donc Michel Houellebecq, dans ses livres, et dans ses romans surtout, souvent est très sombre et très dur pour les villes qu'il traverse. Certains y échappent, mais en règle générale, je crois que Rouen, dans un autre livre, a eu aussi droit à quelque chose, et Rouen est une ville magnifique. Donc voilà, c'est une phrase dans un roman, et puis ça nous a valu en effet... Une bonne pub. Une bonne pub. Autre sujet dont on parle beaucoup à Niort en ce moment, la situation des chamois niortais, pas tant sportive que administrative. Je rappelle que la majorité des membres du conseil de surveillance a démissionné il y a quelques jours avec, en trame de fond, le départ de l'entraîneur Patrice Lair en décembre dernier et le refus des dirigeants du club de le garder. À cette guerre de pouvoir, voici ce que répond Karim Fradin, le président du directoire des chamois niortais. Ça a créé un petit peu de frustration aux membres du conseil de surveillance, notamment son président, le fait qu'on ne soit pas d'accord sur la prise de décision finale. Donc voilà, avoir des avis, c'est important. On a tout le temps échangé, en tout cas dans ce cadre-là, de ce dossier. Mais aujourd'hui, on a bien compris, en échangeant tous ensemble, que c'est un mode de gouvernance qui ne fonctionne pas chez nous. Donc c'était déjà dans l'air depuis quelques semaines. On va changer le mode de gouvernance dans les prochaines semaines. Voilà, et à savoir, ce sera président et conseil d'administration, quelque chose de plus classique. Jérôme Baloge, quel est votre positionnement dans ce dossier? On vous a un peu entendu, mais pas tant que ça. Enfin, je suis comme beaucoup de Niortais, pour pas dire tous les Niortais, on est attaché à ce club qui est emblématique de la ville. On le soutient. Quand ça va pas, on est là. Quand ça va, on est heureux de les acclamer. Et en ce moment, tout va plutôt bien. Sauf que manifestement, il y a des problèmes internes. Alors, il ne s'agit pas en effet de les commenter, mais je crois que l'avenir du club appartient aussi aux Niortais, à ses supporters, appartient aussi à tous ceux qui ont envie qu'on aille plus loin dans l'équipement sportif. Donc, au moment où la collectivité s'apprête à faire des investissements importants en lien avec le club et avec de l'argent privé également. À la Venise verte. À la Venise verte, autour d'un grand complexe sportif qui concernera pas que le foot, mais aussi l'athlétisme, mais aussi le patinoire, etc. Beaucoup d'autres sports. Eh bien, c'est vrai qu'il faudrait que les choses se stabilisent, s'apaisent et qu'on y voit clair. Oui, d'autant que, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'y avoir des conséquences financières sur le club, puisque parmi les membres du conseil de surveillance, il y a quand même des missionnaires. J'entends, il y a quand même de très gros sponsors du club. Oui, non, mais c'est des préoccupations qui ont dit on arrête les frais.
vous soulevez des préoccupations qui sont aussi les miennes. J'espère bien le club va offrir de la stabilité pour les partenaires, pour les actionnaires, pour tous les supporters, tous ceux qui aiment ce club et le soutiennent. Voilà, il faut que les choses se posent. Tout va plutôt bien pour la saison. Vous avez confiance dans l'équipe dirigeante actuelle du club de Chamois-Niortais ? Mais la question n'est pas de savoir, n'est pas une question de personne. La question est, on a un club et on y est attaché, on a envie qu'il vive. Donc voilà, c'est le seul objectif que j'ai comme maire. Et je pense que je ne suis pas seul à le dire, ce n'est pas le seul sujet du maire de Niort. Mais tous les Niortais... Vous diriez le contraire, on ne comprendrait pas, évidemment. Mais bien sûr, mais ce n'est pas une question de personne, c'est une question de réussite du club. Et pour que ce club réussisse et pour que l'avenir se fasse dans le bon sens, il est indispensable en effet qu'on ait une gouvernance qui soit claire, stabilisée, transparente. Donc aussi. Vous êtes favorable au fait d'avoir pas... le conseil d'administration et le président? Mais pourquoi pas? La seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait de la stabilité. C'est un préalable à tout investissement. Tout est prêt pour que l'on réussisse ces équipements importants. Nous sommes prêts, nous attendons de la stabilité et les Niortais avec moi. Alors vous le savez, le sponsor maillot des Chamois-Niortais, c'est la Massif. En ce moment, la mutuelle est en pleine turbulence après les révélations la semaine dernière par le Canard enchaîné de l'augmentation de la rémunération annuelle de son président de 62,5%, la faisant ainsi passer de 160 000 € à 260 000 €. Des révélations qui ont provoqué, Jérôme Baloge, la grève chez les salariés de la Massif lundi et mardi dernier. Ces mêmes salariés à qui on avait alors justement refusé toute augmentation annuelle pour 2019. Quel est votre regard sur cette actualité, sur ce dossier? Alors, j'ai bien sûr un avis personnel, mais je ne crois pas que je sois... On ne touche pas quand on vous sent souvent très mesuré dès qu'il s'agit des mutuelles, il ne faut pas trop en parler. Pas que ça, je suis un homme tempéré et c'est une entreprise privée. Il y a un conseil d'administration, il y a des partenaires sociaux. Il est important que ça se passe dans ce cadre-là. La Massif est une très belle entreprise, en effet, et à laquelle on tient beaucoup. Mais cette polémique rejaillit sur Niort aussi, sur l'image de Niort finalement. Je crois qu'on n'en est pas là. Il faut aussi raison garder. Il y a un dialogue qui se fait entre employeurs, employés, représentants syndicaux. Je crois qu'il faut respecter ce temps-là et ce mode de discussion-là. Je crois qu'on ne comprendrait pas à ce stade que le maire intervienne dans une affaire d'ordre interne et privé. Autant sur quelque chose comme les chamois, il y a de l'argent public d'engager. Ce n'est absolument pas le cas sur un sujet comme celui que vous évoquez à l'instant. Donc non, je pense que mon rôle n'est pas d'être commentateur de ce genre de choses. Alors, autre dossier social, et là-dessus vous allez pouvoir commenter, parce que vous êtes partie prenante quelque part, celui de l'hôpital de Niort. Le conflit dure depuis plus de 160 jours. On a le sentiment d'une impasse totale. Pourtant, le constat est là, il y a un manque cruel de médecins au centre hospitalier de Niort, et en particulier au service psychiatrique. Alors la CGT demande 50 postes en plus, dont la moitié pour le seul service de psychiatrie. En enveloppe de 91 000 € alloués en urgence permettent d'en créer à peine 2. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux personnels médicaux qui réclament encore et toujours davantage de postes et de moyens? Je rappelle que vous êtes le président du conseil de surveillance de l'hôpital. Oui, ce qui est une distinction importante, mais je suis garant d'un certain équilibre. Donc on est attentif en effet à toutes les revendications et notamment tout ce qui concerne la qualité de soins. Donc aujourd'hui, le sujet de l'hôpital de Niort, ce n'est pas que le sujet de l'hôpital de Niort. Il faut être honnête et clair, c'est le sujet de tous les hôpitaux français. Mais à Niort, ça dure depuis longtemps. Oui, pour d'autres raisons, mais la réalité, c'est que ce que l'on trouve à Niort, on le trouve partout ailleurs. On le trouve partout ailleurs parce qu'il y a des logiques tarifaires que l'État et les gouvernements successifs ne valorisent pas. Donc tous nos hôpitaux, ou quasiment tous nos hôpitaux en France, sont déficitaires, il faut le savoir. Donc il y a un enjeu de modèle économique pour la médecine, pour les hôpitaux de France. Pour autant, on banalise le cas de Niort? Absolument pas. Et il y a un enjeu lié à la psychiatrie que l'on retrouve également dans toute la France. Il y a un plan d'investissement de 50 millions. Il se trouve que Niort doit avoir 91 000 € sur ces 50 millions. Je trouve que ça reste trop peu. Néanmoins, c'est toujours ça. Reste qu'il y a eu un accord intersyndical aujourd'hui. Il faut aussi le savoir. Moi, je ne suis que président du conseil de surveillance, mais je suis aussi témoin de cela. Et donc, il y a eu des évolutions. Le directeur de l'hôpital, l'ARS, ont ouvert de nouveaux postes en psychiatrie. Mais la question et la réalité, c'est qu'il y a du mal à recruter en psychiatrie à Niort comme ailleurs. Il y a du mal parce que c'est devenu une des premières pathologies françaises, parce que c'est une pathologie qui a souvent été ignorée et sur laquelle, au niveau national, trop peu a été fait et trop peu d'investissements ont été faits. Donc j'appelle de mes voeux, en effet, le renforcement des moyens, qu'ils soient humains ou en termes d'investissement et d'équipement sur l'hôpital. L'ARS Nouvelle-Aquitaine a touché une enveloppe de 2,4 millions d'euros pour la psychiatrie. À Niort, les syndicats se demandent
Où est passé cet argent? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez les rassurer et leur dire ce qu'ils vont toucher de ces 2,4 millions d'euros? J'ai été très clair. Hein. J'ai reçu une lettre de l'ARS, je l'ai rendue publique aussitôt. Sur ces 2,5 millions, 2,6 millions, l'hôpital de Niort ne reçoit que 91 000 euros. Je me suis même permis de faire un commentaire, puisque je suis directement associé, en trouvant que c'était trop peu. Et demandant davantage de prise en considération de l'hôpital de Niort, et en particulier de la psychiatrie pour Niort. Et vous l'avez demandé auprès de qui? De l'ARS simplement? De l'ARS et du ministère de la Santé. Vous pensez avoir été entendu? Pour le moment, je ne le suis pas, mais j'espère bien. Est-ce qu'il y a... Oui, on va passer, si vous voulez bien, à la gratuité du bus, parce que j'ai bien compris que sur ce dossier de l'hôpital Niort de Sèvres, de l'hôpital de Niort, pardon, il va falloir encore un petit peu attendre. Il y a un peu plus d'un an, vous mettiez en place la gratuité des bus. C'est la première fois en France qu'une commune de l'ampleur de Niort agissait de la sorte. Un an après, quel bilan en tirer? Eh bien, on en parle juste après ce reportage. Après un an de bus gratuits à Niort, difficile de trouver des usagers mécontents. Je trouve que c'est une bonne initiative. Hein. Les gens ne se plaignent pas, ils sont contents de trouver un moyen de locomotion gratuit quand même. Et alors la gratuité, pour votre vie de famille, ça a changé quelque chose? Ça a beaucoup changé financièrement avec les enfants. Donc du coup, j'arrive à m'arranger pour les acheter des petits trucs. Conséquence, une hausse de fréquentation de 20% dans les transports en commun de l'agglomération. Et des chauffeurs ravis de ne plus gérer la vente des tickets. Il y a moins d'agressivité, comme il n'y a pas de rapport d'argent. Après, c'est plus fluide. Voilà. Les gens sont plus sympathiques, ça va tout seul. La gratuité a aussi entraîné une réorganisation du réseau. L'opposition municipale dénonce aujourd'hui une baisse de qualité avec moins de lignes et des bus moins fréquents. On a plein de témoignages de gens qui, au vu des temps de trajet pour à la fois déposer son gosse à la crèche ou à l'école du coin et ensuite aller au travail, ne pouvaient plus utiliser les transports en commun et donc ont repris leur voiture. Et ça, que ce soit écologiquement ou socialement, c'est terrible. Pour l'agglomération niortaise, pas question de revenir en arrière. Le bus restera gratuit. Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec Jérôme Baloge, maire de Niort et président de l'agglo de Niort. Est-ce qu'à l'avenir, il y aura un réajustement des dessertes et des fréquences de bus? Il y a eu un réajustement, puis vous avez vu des commentaires très satisfaits des usagers, c'est le principal. Après, il faut savoir que la gratuité entraîne des changements de comportement dans la mobilité. On a par exemple des pics que l'on n'avait pas, entre midi et 2, parce que les gens reviennent en ville, dans les restaurants, pour voir les magasins, et ça, c'est très favorable. Donc c'est vrai qu'il faut adapter sans cesse le réseau. On a eu un changement important en septembre qui a permis de répondre à la plupart des demandes. On en voit encore quelques-uns et c'est important. Mais au-delà du transport, le bus, ça restera le bus. Néanmoins, il résout un problème social qui est évident. C'est une vraie innovation sociale. Je parlerai même de révolution sociale. À l'heure où l'on parle pouvoir d'achat, bien pour beaucoup de familles, c'est 360 € d'économiser par an. Ça peut paraître peu pour certains, c'est en réalité beaucoup pour beaucoup de gens. Et ça, c'est bien. Et puis pour beaucoup d'autres, c'est une liberté qu'ils n'avaient pas. La liberté de la mobilité, ça change une vie. Surtout quand on a peu de moyens, mais même pour tous les autres, parce que plutôt que de prendre la voiture, eh bien, il faut un choix concret de pouvoir d'achat, d'écologie pour le bus. Et en plus de tout ça, on a mis en place les vélos assistance électrique. Et là, à Niort, on n'arrive même pas à suivre la demande, tellement il y a de demandes, mais les vélos assistance électrique sont de plus en plus nombreux, on les met à disposition avec un système d'abonnement, et c'est aussi un mode de transport qui est adapté à d'autres types de mobilité. On a mis en place aussi une mobilité solidaire, avec une auto-école solidaire là, qui ouvre en ce début d'année, avec plus de 120 permis proposés. C'est une chose très importante pour permettre à chacun, dans le cadre de sa réinsertion professionnelle, eh bien, de trouver un mode de transport. Je reviens juste sur ma question sur la fréquence des bus. Est-ce qu'il y aura des ajustements? Parce qu'il y a quand même, malgré tout, on a entendu certaines personnes qui auraient préféré avoir un peu plus de bus aussi, même s'ils sont gratuits. On sait bien que on peut pas tout avoir, mais... Non, on ne peut pas tout avoir. Cela dit, la réalité, c'est qu'on ajuste, encore une fois, et il y a parfois encore quelques retards ici ou là. Je pense, par les retours que j'ai, que ça va bien mieux. Néanmoins, voilà, on est très vigilant pour être à un niveau impeccable de service public. Et on rappelle combien ça coûte au budget de la commune, cette gratuité des bus? Cette gratuité des bus, le billet de bus ne rapportait que 10% à l'agglomération. Donc, c'était 1,5 million. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts.
ni pour les entreprises, ni pour les particuliers. Le versement transport est l'un des plus bas pour les agglomérations d'Aix-Poitou-Charentes. Et on fait en plus le bus gratuit, ce qui rend un service formidable à la plupart des Niortais. Donc c'est ça la réalité du bus gratuit aujourd'hui. Et puis, ça a été une publicité encore plus importante que Welbeck pour la ville de Niort à une époque. Vous faites partie des maires, Jérôme Baloche, qui ont signé avec le gouvernement un accord de plafonnement des dépenses de fonctionnement. On a pu lire cette semaine chez nos confrères de Sud-Ouest qu'à Bordeaux, cet accord empêche la métropole d'aller plus loin dans l'essor du plan piscine. Est-ce que vous avez le même problème à Niort? Non. Sur les dépenses de fonctionnement? Non. Que vous êtes trop limité? Non, c'est un contrat qui correspond aussi à nos orientations. En début de mandat, il a fallu rétablir les finances publiques. Nous étions très endettés. On a aussi subi la baisse des dotations de l'État. Donc il a fallu s'adapter. Et en réalité, nous avons fait avant. Nous étions déjà prêts avant de lancer ce contrat financier. Donc aujourd'hui, ce contrat financier, il est moins une contrainte qu'un avantage, parce que la réalité, c'est que nos dotations de l'État sont enfin stabilisées, alors qu'elles n'arrêtaient pas de baisser. Et ça, pour le coup, je touche du bois, pourvu que ça dure, c'est une très bonne chose. Et pour le moment, le contrat, des deux côtés, il est tenu. Donc, je pense que c'est une bonne opération pour la ville de Niort. Vous dites bien pour le moment? Oui, parce que je me suis aussi engagé à dire les choses. S'il y avait une des parties, et ce ne sera pas nous, qui manquait à son engagement, je le dirais aussi. Aujourd'hui, ça fonctionne. Un mot sur le programme national Action Cœur de Ville, censé redynamiser les villes moyennes comme Niort. Quelles retombées concrètes attendez-vous? On n'a pas attendu le programme Action Cœur de Ville pour lancer beaucoup de choses. Ce qui fait aussi qu'on est prêt pour ce programme Action Cœur de Ville. C'est l'arrivée du dispositif immobilier Normandie, qui remplace Célier et d'autres dispositifs de logement. C'est l'arrivée aussi comme investisseur... Parce qu'il y a un problème de logement à Niort réel. Dans tous les centres-villes, il faut réhabiliter. Il y a une demande qui est nouvelle sur le centre-ville. Donc on sent ce retour vers le centre-ville. Il faut l'accompagner par des dispositifs fiscaux de soutien. On a déjà tout un programme de renouvellement urbain qui est porté avec l'État, mais aussi avec l'agglomération et les communes, dans ce sens. On a aussi l'arrivée de la Caisse des dépôts et consignations, qu'on connaissait comme banque des territoires, mais qui devient aussi comme investisseur dans nos territoires. On a Action Logement, qui s'intéresse beaucoup aussi à Niort, alors qu'elle s'en était peut-être un peu détournée jusqu'à présent. Donc on a le retour d'acteurs sur un territoire comme Niort, avec déjà, il faut le reconnaître, aussi des victoires en matière de centre-ville. C'était l'arrivée d'H&M en 2015, et c'est de nouvelles enseignes qui vont arriver. C'est la capacité à créer près de 300 logements par an en centre-ville, des logements qui souvent n'existaient pas depuis 50, voire 100 ans, et qui sont recréés. Donc aujourd'hui, les lumières commencent à s'allumer dans le centre-ville de Niort, au sens propre du terme. Mais des lumières qui souvent ont été occasionnées par la municipalité d'avant. On pense à la place de la Brèche, comme elle est aujourd'hui. Vous bénéficiez finalement de cette politique précédente. Mais je ne remets en cause nullement ça. La place de la Brèche, ce sont 3 maires avant moi qui ont participé. C'est ça. Bernard Bellec, Alain Baudin, Geneviève Gaillard. Voilà. Et nous continuons avec Boineau, le centre-ville d'Enfer Rochereau. Et demain, après 2020, il y aura la gare de Niort. Donc les projets ne manquent pas. Et la volonté affirmée et développée et renforcée pour notre centre-ville, et avec lui toute notre agglomération, parce que un cœur de ville, c'est un cœur d'agglomération d'abord, et fondamental. Puisque nous parlons finances publiques, j'ai relevé que depuis 1 an, votre relation s'est quelque peu émoussée avec Gilbert Favreau, le président du conseil départemental des Deux-Sèvres, en cause l'augmentation de la fiscalité avec une hausse du taux de la taxe sur le foncier bâti, alors que vous souhaitez par-dessus tout garder ce que vous appelez le stop fiscal. Est-ce que ça va mieux depuis entre vous deux ? Je ne pense pas qu'on puisse parler de relations émoussées. Il est vrai que quand le département, c'était il y a 1 an, puisque depuis ils ont corrigé. J'avais dit que je regrettais qu'une collectivité augmente les impôts. Voilà. Et depuis, ils ont rebaissé les impôts. Donc très bien. Mais c'est vrai que pour ma part, je me suis engagé dans un stop fiscal, comme on s'est engagé dans le bus gratuit, parce que nous étions bien conscients qu'il y avait des enjeux de pouvoir d'achat pour nos concitoyens et qu'il fallait y répondre. Et que par ailleurs, voilà, mais c'était notre politique. La politique du département est une autre collectivité et dont acte. Néanmoins, c'est vrai qu'elle pèse aussi sur les Niortais et je me suis permis de le souligner. Je crois que c'était important de le dire. Et voilà, moi, quand je fais quelque chose, je l'ai dit auparavant. D'autant que certains de vos adjoints à la mairie sont élus au département et votaient, eux, de leur côté, l'augmentation des impôts. Pas tous. Mais certains. Dans 1 an, Jérôme Baloche, auront lieu les élections municipales. Ça ne vous a pas échappé. Serez-vous candidat à votre propre succession ? Écoutez, moi, pour le moment, il y a beaucoup de chantiers en cours sur Niort. Il y a beaucoup de projets. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, vous m'interrogez aujourd'hui
je vous mentirai pas. C'est vrai que bien sûr que j'ai envie de continuer. Maintenant, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le travail. Il y a un temps pour des campagnes électorales. C'est encore dans 1 an et un peu plus. D'ici là, plein de choses peuvent se passer. Et voilà, je suis au travail et je crois que c'est là l'essentiel. C'est là que je suis heureux. C'est là que je me sens utile pour les Niortais. Il n'y a pas si longtemps, les candidats se déclaraient beaucoup plus tôt quand même pour les municipales. Là, on est à 1 an. 1 an, c'était la moyenne, finalement. Et là, on s'aperçoit que plus ça va, plus on se déclare le plus tard possible. Les temps changent, il faut croire qu'on est heureux au travail et qu'on s'y attelle. Quand est-ce que vous pensez le dire? L'annoncer? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas vous le dire. On vous a vu, Jérôme Baloge, lors des vœux de La République En Marche à Niort. On sait que Rachid Kouifi, son référent départemental, souhaite que les marcheurs rejoignent votre liste, si, bien sûr, vous en faites une. De son côté, Guillaume Chiche, le député En Marche de Niort, préfère lui voir une liste LREM face à vous. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je suis peu impliqué dans la politique partisane et on a Si vous ne l'étiez pas, vous ne seriez pas allé au vœu d'En Marche. Je ne dis pas qu'elle ne m'intéresse pas, mais j'ai constitué une liste sans étiquette. Je suis invité, j'y vais, comme je vais à d'autres événements. Voilà, il y a des gens qui veulent se rassembler et je trouve ça sain. Et pour ma part, je me suis toujours inscrit dans un rassemblement large où les opinions des uns et des autres étaient respectées et concouraient à l'intérêt général. Donc aujourd'hui comme hier, je reste dans cet esprit, cette démarche. C'est la raison aussi de mon ouverture et de ma présence ici comme dans d'autres endroits. Enfin, avoir une liste En Marche face à vous, ce ne serait pas un cadeau pour vous? Vous ne prendriez pas ça comme une marque de sympathie? Je n'ai entendu aucune déclaration dans ce sens aujourd'hui. On a entendu cette semaine Édouard Philippe sur France Inter dire qu'il aimerait un retour au cumul des mandats maire et député. Qu'en pense celui qui finalement doit une partie de son élection en affirmant avoir clairement voulu être maire à 100%? C'est ce que vous disiez quand vous étiez en campagne. Oui, c'était mon engagement particulier personnel, je l'ai tenu. Et je crois qu'il était important parce que Niort demande beaucoup de temps. Et donc je m'y suis consacré pleinement, je m'y consacre pleinement et je souhaite continuer à m'y consacrer Niort pleinement. Et l'agglo. Niort et l'agglomération, bien sûr. C'est un même territoire, donc je ne fais pas de séparation. Mais c'est vrai que la rupture a créé une rupture, pas uniquement de mandat, mais de lien entre les territoires et le national. Peut-être que c'est quelque chose de trop rude. Si je m'étais exprimé à titre personnel, quant à mon engagement, j'avais aussi dit que je n'étais pas forcément favorable à l'époque à une loi anti-cumul. De même que je n'étais pas favorable à la réduction du mandat présidentiel à 5 ans à l'époque. Parce que je craignais, et je crois avoir eu raison, que ça développe une atmosphère extrêmement politique et une agitation, de ne pas laisser le temps à un chef d'État de pouvoir mener sa politique à bien et de réussir, et d'avoir envie de changer avant même qu'il ait les premiers résultats. Alors sur le cumul. Mais sur le cumul, je viens de vous répondre. On revient ou on n'y revient pas? J'ai pas très bien saisi, excusez-moi. J'ai compris que vous étiez favorable au cumul, pas favorable à cette loi à l'époque, mais que finalement... Oui, c'est ce que je vous ai répondu. Mais à titre personnel, pour ma part, mon mandat est municipal et d'agglomération, et ça, je n'y reviens pas. Ça, on l'a bien compris. Voilà. Pour l'avenir. Mais pour l'avenir, pour ce qui est sur le plan national, j'ai un avis que je vous exprime, que je crois en effet que ces règles de non-cumul sont certainement trop sévères et que la rupture entre le local et le national est une mauvaise chose. Mais en ce qui me concerne moi, si c'est ça votre double question, moi je suis maire de Niort et président de l'agglomération et c'est ainsi que je suis heureux et j'ai encore beaucoup de travail à mener dans ce domaine-là. Est-ce que la politique actuelle du gouvernement vous satisfait ? Est-ce qu'elle me satisfait, la politique du gouvernement? Je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut redire. Elle s'inscrit dans un contexte particulier. Je n'ai pas oublié le premier tour des présidentielles, où nous avions beaucoup de partis extrêmes qui étaient au pouvoir. Et à quel point le pays, la République, était d'une certaine façon pris en tenaille. Mais c'était aussi l'expression d'attente et d'impatience. Et d'une tension palpable et réelle dans le pays. On le voit bien aujourd'hui avec le moment des Gilets jaunes. Depuis le mois de novembre, il y a un vrai problème dans ce pays. Donc moi, j'ai envie que la France réussisse. Mais c'est vrai, pourquoi partir sur des sujets comme le 80 km/h? Pourquoi développer une politique qui peut paraître discutable entre le diesel qui augmente et les salaires qui n'augmentent pas? Autant d'incompréhension tout à fait légitime chez nos concitoyens. Donc comment faire en sorte que la question environnementale soit socialement équitable?
Ça, c'est un enjeu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore toutes les réponses à cela. Donc, c'est des choses comme maire que je ressens, sans quoi on n'aurait pas fait le bus gratuit, on n'aurait pas fait la cantine le mercredi, on n'aurait pas fait ces voitures et cette auto-école solidaire. Mais ces choses-là, on les fait remonter. Et donc, on attend des résultats. Alors, concernant la loi anti-casseurs, l'Assemblée nationale a donné son feu vert à des interdictions administratives de manifester. Je vous propose d'écouter ce qu'en pense un centriste comme vous, Charles de Courson, député de la Marne. C'était mercredi à l'Assemblée nationale. Une autorité administrative va priver un individu de sa liberté de circulation et de manifester au motif qu'il y a une présomption. Bon, on va lui interdire des raisons sérieuses de penser, mais qui apprécie les raisons sérieuses, l'autorité administrative, allons-y, de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Mais où sommes-nous, mes chers collègues? C'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mes chers collègues. Oui, je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumé, par votre attitude, vous êtes présumé être résistant, donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous? Mais réveillez-vous, mes chers collègues. Alors, il faut absolument voter les amendements de suppression. Et l'amendement du gouvernement, j'en dirai un petit mot. Non, c'est pas du violon, chère madame. Parce que le jour où vous aurez un gouvernement différent, vous verrez. Et quand vous serez dans l'opposition avec une droite extrême au pouvoir, vous verrez, mes chers collègues. Alors, c'est une pure folie que de voter ce texte. Jérôme Baloge, les mots sont forts, ils sont assumés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une dérive autoritaire du pouvoir, selon vous? Non, on ne peut pas dire ça, mais en tout cas, je me garderai bien de le dire. Néanmoins, ce que dit Charles de Courson est intéressant, interroge. On n'est pas à l'abri demain de changements importants en politique. Donc, il faut se garder de prendre des lois qui ne seraient pas dans des bonnes mains. En tout cas, il faut bien les encadrer. Alors, j'ose espérer que c'est le cas. Mais les interrogations soulevées par Charles de Courson sont légitimes. Cette loi, si vous aviez été député, vous l'auriez votée? Honnêtement, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas été en commission, je n'ai pas participé au débat, c'est bien présomptueux de ma part de vous donner un avis définitif. Ça m'aurait beaucoup interrogé, oui, c'est clair. Finalement, Emmanuel Macron est à son poste, il l'occupe bien ou la bulle est trop grande pour lui, selon vous? Écoutez, il vient d'être élu il y a un an, on va lui laisser le temps. 1 an et demi. Oui, 1 an et demi, mais bon... c'est un président, un jeune président. Moi, je pense qu'on doit souhaiter que la France réussisse. C'est la fin de cette émission. Merci Jérôme Baloge d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Eh bien, rendez-vous bien sûr sur notre site internet la semaine prochaine. Laïd Beritane reprendra la relève et aura face à lui le président de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, pour leur place au journal de la mi-journée. Excellent dimanche à toutes et à tous.